Ah ça y est, ah ben écoutez, je suis captivé par le bouquin de Marius Trésor. Bonsoir les amis, bienvenue dans la feuille de match, votre émission avec les pros des pronos, émission qui va parler bien évidemment de football, mais également de pronostics et de gros sous en fin d'émission, puisqu'il s'agira pour nous de décortiquer la grille numéro 23 du Parion Sport Loto-Foot 15. Il y a 500 000 € à gagner pour peu que vous validiez votre grille et surtout qu'elle soit bien complète avec les 14 bons matchs, bons résultats du moins, avant dimanche 17 avril 2022 à 8h55 ici en heure locale. Avec moi pour parler de football et de pronostics bien évidemment, il y a Patrice Basile. Bonsoir Patrice. Bonsoir, merci d'être encore la même équipe. Oui, une équipe diminuée puisque Maître Pascal n'est pas avec nous ce soir et pour cause. On va le retrouver en visio puisqu'il devra quand même faire sa plaidoirie depuis Cotonou au Bénin où il est depuis quelques jours. Guillaume Michaud également fait partie de la bande et il est là. Bonsoir Guillaume. Salut Ronny, salut les footeux. Même en réduction, en infériorité numérique, on va y arriver. Oui, on est des bons. On est des bons même en l'absence de Pascal. Bon, bien évidemment. Et puis on a un invité, il s'agit de Gérard Racco. Bonsoir Gérard. Bonsoir Ronny, bonsoir à tout le monde. Alors Gérard, on va vous présenter puisque vous avez quand même beaucoup de casquettes. Bon, vous êtes quand même celui qui a les yeux des Girondins de Bordeaux en Guadeloupe. Vous êtes le responsable du recrutement de Bordeaux, des Girondins de Bordeaux en Guadeloupe singulièrement. Et puis vous êtes également un très très bon ami de Marius Trésor. Absolument. Voilà, c'est ça. Absolument. Et ce soir, vous n'êtes pas venu les mains vides. Et comme le disait Marius, très souvent, je lui disais, Marius, on se voit la semaine prochaine. Il me dit, ouais, ok, je viendrai avec plaisir. Je ne viendrai pas seul, je viendrai avec plaisir. Gérard, il n'est pas venu avec plaisir, mais il est venu surtout avec le bouquin de Marius Trésor qui nous a distribué. Et c'est vrai que le temps de commencer l'émission, j'ai commencé à le feuilleter. Et il est vraiment très, très intéressant. Marius Trésor, Au-delà de mes rêves, c'est un bouquin que vous allez pouvoir gagner la semaine prochaine, bien évidemment, vous allez pouvoir jouer sur l'application Feuille de match et remporter ce bouquin. Il y en aura une vingtaine, on dira, qui seront pour vous, très chers amis téléspectateurs. Et tout cela en partenariat avec Madras, notre partenaire pour cette opération. Donc vous pouvez bien évidemment jouer sur l'application Feuille de match pour gagner cet excellent livre de Marius Trésor que l'on retrouvera également très très bientôt dans toutes les librairies des Antilles. J'ai envie de dire parce que Marius, c'est quelqu'un qui dépasse les frontières guadeloupéennes. C'était ce monsieur Marius Trésor qui formait la garde noire avec Jean-Pierre Adams. Donc ça a été feu Jean-Pierre Adams. Marius Trésor, un illustre guadeloupéen qu'on retrouve dans ce bouquin. On y reviendra bien évidemment dans quelques instants. Gérard, on va parler messieurs rapidement de Ligue des Champions. La cause est entendue pour Chelsea, finalement, encore une fois, à cause de Karim Benzema. Benzema encore, Benzema toujours. Jusqu'où s'arrêtera-t-il, comme dirait l'autre? Je souhaite qu'il s'arrête après mi-2023. Voilà. Au moins, on aura entre-temps gagné la Coupe du Monde. Tu as dit à cause de Benzema, mais c'est grâce à Benzema que le Real s'est qualifié. Non, mais je dis que Chelsea a été éliminé à cause de Benzema. Ah oui. Ils ont le Benzema. Du coup, c'est clair que monsieur, c'est monsieur plus, c'est le factoring. Et puis c'est même pas seulement le talent, c'est surtout qu'on voit que ce gars-là, il a motivé toute l'équipe, il a emmené l'équipe comme une sorte de tracteur. C'est vraiment un leader, comme était Ronaldo, rappelez-vous, au championnat d'Europe. Les gars étaient quand même menés 3-0. Ouais, c'est ça, il y a 3-0, normalement tu commences à douter. Je pense que Benzema, à un moment, ce serait un match de championnat, il aurait demandé à sortir, parce qu'il ne pouvait plus. Mais on sent la rage de vaincre, l'envie de gagner, et surtout c'est très motivant ce championnat-là, la Ligue des Champions. Et il y est resté, et puis le coup de patte là. Coup de chapeau aussi à Chelsea quand même, parce que Chelsea, franchement, elle est menée 3-0 à Bernabéu, gagné finalement le match. Je m'attendais pas, franchement, je me suis dit au départ, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait dit, bon, c'est un peu Moi, je m'étais dit que Chelsea avait fait un mauvais match. Tourelle. Et que le retour serait très différent, effectivement, et ça allait jusqu'en prolongation. Mais bon. C'est vrai que finalement, les individualités l'ont un peu emporté sur le collectif de Chelsea. Et que dire, messieurs, de la surprise venue de Munich, où le Bayern Munich s'est fait éliminé par Villarreal, ça aussi. On n'est pas revenir, c'est là. Avec un Unai Emery qui a réussi là où il n'avait jamais réussi avec le Paris Saint-Germain. Non, Tourelle, Emery, voilà en fait tous les problèmes. J'ai apprécié un garçon au milieu de terrain, Capou. Etienne Capou. Il avait un peu annoncé la couleur dans l'Euro
rôle qu'il joue au milieu de terrain, parce que c'était le milieu qui a été le plus fort par rapport au Bayern qui habituellement domine tout, et ben on s'est rendu compte que on les appelle l'équipe jaune, le sous-marin jaune. Tout à fait. Ils ont tant pis. Ils n'ont pas joué en sous-marin. Ils ont été insubmersibles. Il y a aussi les déclarations de Nagelsmann, l'entraîneur de Munich, qui avait dit attention, Villarreal, ils ont laissé en vie, c'est une terrible erreur, on va les corriger au retour. Je pense que ça a permis aussi à l'entraîneur de Villarreal de pouvoir motiver ses joueurs, et peut-être que les joueurs de Munich se voyaient trop beaux, parce qu'ils avaient déjà fait le coup au tour précédent, et peut-être se sont dit, allez, ça prouve on va en mettre 6. Il faut respecter l'adversaire, toujours. Le Liverpool a par exemple un peu d'irrespecté, ça a failli se payer, ils sortent à 3-3 finalement. Parce qu'ils ont changé beaucoup leur équipe. Voilà. C'est une équipe B qu'ils ont mis en fait. Tout à fait. Donc, il faut dire aussi que le football se joue sur le terrain. C'est là la vérité. Il n'y a que la vérité du terrain qui compte. C'est une belle phrase de notre ami Marius Trésor. Alors justement, Gérard, parlez-nous un peu de ce livre que vous avez très certainement déjà parcouru. Alors, comme tu dis si bien, parcouru, mais pas lu totalement. D'accord. Parce que tu commences un chapitre, tu t'imprègnes, tu te rappelles, moi qui ai connu Marius Trésor depuis tantôt, tu te dis, mais il se souvient encore de toutes ces choses-là, bien détaillées. Et quand je discute avec lui dans le courant des jours, je ne savais pas qu'il faisait un bouquin. Et il y a des choses qu'on a racontées, qu'il m'a racontées, et qui sont inscrites là, et je suis resté sidéré. Mais c'est un bouquin qui retrace toute la vie de Marius depuis quand il était à Sainte-Anne, quand il était encore dans le transport en commun. On cite son nom comme qu'il est à Ajaccio, alors qu'il est dans le transport pour aller à Pointe-à-Pitre. L'épisode de son billet qui n'est jamais arrivé et qu'il est reparti. Ensuite, il passe sa vie à raconter aussi les problèmes qu'il a eus en quittant Ajaccio pour aller à Marseille. Son éventuelle mutation au Bayern de Munich. Il n'a jamais eu lieu. Et puis, il était venu juste à Bordeaux pour 2 ans. Et ça fait plus de 30 ans qu'il est là-bas. J'ai lu un passage où il parlait également donc, de la Guadeloupe, qu'il disait qu'il invitait les gens à découvrir la Guadeloupe. J'ai également lu un passage intéressant où il évoquait quelque chose d'assez singulier d'ailleurs. J'ai lu ça tout à l'heure, c'était juste en fin de bouquin. Là. J'ai lu ça tout à l'heure. De toute façon, Marius Trésor, pour ceux qui n'étaient pas nés dans les années 70-80, c'est vraiment le personnage qui a coïncidé avec le retour vraiment de l'équipe de France dans le giron international. Parce qu'avant Marius Trésor, l'équipe de France, on ne la voyait jamais ni en Coupe du Monde ni ailleurs. Et c'est à partir du moment où il y a eu ces équipes, donc avec Trésor et Platini est venu après, Gengini, etc., que là on a véritablement commencé à avoir une équipe de France. Et ça a été aussi le libéraux, comme on disait à l'époque, le libéraux vraiment traditionnel, celui qui commandait la défense comme un capitaine à l'époque, et qui montait, qui descendait, et puis qui était capable de faire des retournées acrobatiques, de faire mettre des buts comme contre le Brésil. C'est ça, Marius Trésor. C'est une légende avec qui s'est construit. Le tacle, je pense que c'est lui qui l'a bien... Ah oui, le tacle, l'art de tacler. L'art de tacler. Et avec les bas repoussés à la cheville. Il n'y avait pas de côté tibia à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et à ma connaissance, il n'a blessé qu'un joueur. Un joueur qui s'est blessé, c'était Alves au Parc des Princes. Et Alves l'avait guidé une fois, c'était la lampe qui l'avait gêné. Et la prochaine fois, quand Alves est arrivé, il l'a taclé. Alves s'est retrouvé sous les journalistes. Et c'était la seule fois où il avait blessé quelqu'un. Mais en fait, c'est Alves qui s'est blessé sur les journalistes. Mais il n'avait pas blessé Alves. Et sans me tromper, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il n'a jamais pris de carton jaune, Marius Trésor, ni de carton rouge. Carton rouge. Il n'a jamais pris de carton rouge. Il le raconte dans le bouquin également. Il a pris un jaune. Un jaune. Mais il devait avoir un rouge. Voilà. Mais le carton rouge était tombé au cours du match. Il n'a pas trouvé. Un des joueurs l'a pris, ils l'ont transmis sur le banc. Et au moment où il a cherché le carton rouge, il n'a pas trouvé. Donc c'est le jaune, il a pris le jaune. Il le raconte là-dedans. L'épisode dont je me souviens également, c'est que je lisais tout à l'heure quand il parlait de son retour en Guadeloupe et qu'il aimait traîner sur la plage de Sainte-Anne. Le fait d'avoir les pieds nus sur la plage de Sainte-Anne, il avait le sentiment de n'être jamais parti de Sainte-Anne. Ouais. Et puis il racontait également comment il avait refusé de donner son nom au stade de Sainte-Anne et pourquoi il l'avait fait également. Voilà, tout ça que vous pouvez retrouver dans
dans le livre de Marius Trésor, Au-delà de mes rêves, bouquin que je vous conseille de lire et que je rappelle, vous pourrez gagner dès la semaine prochaine sur l'application Feuille de match sur toutes les plateformes Android et iOS. Vous pouvez la télécharger cette application pour avoir le droit de gagner ce livre. Voilà, les amis, voici maintenant venu l'heure de vous présenter la grille qui nous intéresse, celle du Paris Sport Loto Foot 15 numéro 23 avec son pactole de 500 000 €. La grille est validée avant dimanche 17 avril, 8h55, dimanche de Pâques. Ça peut être le bon jour pour nous. Allez, Paris, Saint-Germain, Marseille, le Classico, Lyon, Bordeaux, 3, Strasbourg, Nantes, Angers, Montpellier, Reims, Metz, Clermont, FC Séville, Real Madrid, Atlético de Madrid, Espagnol, Barcelone, le Classiquito, le tout petit Classico, l'Athletic Bilbao contre le Celta Vigo, le Sporting Portugal contre le Benfica Lisbonne, le Bayer Leverkusen qui reçoit le RB Leipzig, l'Armenia Bielefeld qui reçoit le Bayern de Munich, Newcastle, Leicester et Chelsea Crystal Palace. Ça, c'est de la demi-finale de Cup. Voilà donc le programme. Nous commençons avec le Classico français, le Paris Saint-Germain qui accueille Marseille. Marseille qui a mis un terme la saison dernière à une série de 13 matchs sans défaite du PSG à domicile. Les Olympiens restent sur 2 matchs sans défaite. Allez, une petite infographie là de cette confrontation, de cet historique entre Marseille et le Paris Saint-Germain. Paris qui mène largement, 45 victoires à 33. Il y a eu 24 matchs nuls entre les deux formations. Moi, je vois bien le Paris Saint-Germain remporter ce match de gala. Ah ben, le remporter, je pense, parce que honnêtement, ce match pour le Paris Saint-Germain, c'est le match du rachat, tout simplement. C'est le match qui permettrait éventuellement de s'excuser un peu vis-à-vis de ses supporters d'avoir fait une si mauvaise saison et donc de profiter de son état de forme actuel pour aller mettre une correction à Marseille. Je dirais qu'on pourrait peut-être comparer ce match au loup qui se retrouve, qui va retrouver la brebis qui arrive pour se faire manger. Parce que c'est vrai que ce match-là, vraiment, c'est... Alors déjà, c'est le Classico, hein, mais c'est pas n'importe quel Classico, c'est un Paris Saint-Germain qui a faim, comme un fauve a faim parce qu'il n'a pas assez mangé, effectivement, puisque c'est la seule chose qui lui reste à manger, c'est Marseille. Donc normalement, ça va être un match qui va se finir avec beaucoup de buts, sauf si, de côté de Marseille, qui n'a rien à perdre, finalement, puisqu'ils savent très bien que tout le monde les voit perdants, et qui arrive là décontracté, et puis finalement, qui nous cause une surprise. Mais bon, bien évidemment, c'est le seul match de la grille où je peux vraiment me dire que je vais mettre mon 1 sec, évidemment, et je vois PSG vainqueur, et peut-être même assez largement. Guillaume, malgré tout, le PSG restait sur une série, hormis l'année dernière, restait sur une série assez catastrophique par rapport à Marseille. Et en plus, alors, ce dernier match de Paris, on voit un Paris qui est finalement prêt pour aller en Ligue des Champions. Mais là, c'est un peu tard, malheureusement. Mais avec les 3 devant, là, c'est phénoménal, moi, je trouve. On dirait FC Barcelone, quoi. Ça joue vite, ça joue bien. Donc, ils vont, je pense, l'emporter largement ce week-end pour moi. Victoire de Paris. alors le pronostic de Gérard Racco. Moi, je pense que Paris ayant l'avantage du terrain et rien à gagner par ailleurs, Marseille qui vient de gagner sa qualification en coupe, on devrait avoir un beau match, même pas beaucoup de buts à mon sens, mais Paris quand même vainqueur par rapport à la qualité des garçons qui composent l'effectif parisien. parisien. Match numéro 2 entre Lyon et Bordeaux, encore de gros noms, on dira de gros noms du football français qui s'affrontent. Et quand vous disiez tout à l'heure que Paris a raté sa saison, que dire de Bordeaux, mon cher Patrice puisque pour le coup, les Bordelais sont bien mal en point. Lyon, il faut le savoir, est invaincu depuis 7 matchs face à Bordeaux. La dernière victoire bordelaise remonte au 28 janvier 2018. Historique des rencontres que vous regardez à l'instant sur votre écran, il affiche quoi? Il affiche 41 victoires pour Bordeaux, 44 pour Lyon et 38 matchs nuls. C'est somme toute assez équilibré. Pour le coup, je vois une victoire lyonnaise parce que Lyon est à domicile, mais en même temps, je vois bien les Bordelais capables d'aller prendre un point au stade Groupama Stadium parce que Lyon n'est pas en excellente forme. J'en veux pour prendre leur défaite en Ligue Europa. Ben, je parle en présence d'un Bordelais de cœur. Et un petit constat quand même sur ce match. C'est vrai que Lyon-Bordeaux, il y a encore 3 semaines, on aurait pu dire que Lyon va manger un Bordeaux moribond qui a la plus mauvaise défense d'Europe, etc. Mais voilà, Bordeaux n'est plus dernier. Bordeaux a réussi le match de la peur contre Metz la semaine dernière.
Et aujourd'hui, on a un Lyon qui vient de prendre une fessée ce jeudi et qui vraiment, depuis le début de la saison, a vraiment du mal à exploiter son effectif pléthorique qui pourtant ne marche pas comme il faudrait. Donc pourquoi pas un Bordeaux qui a besoin de points, parce que là c'est ses dernières chances, qui viennent faire peut-être une surprise avec un Kouateng de fou, un Inyang. Alors ils ont malheureusement leur attaquant là, comment il s'appelle, Ignatenko, n'est pas là, je crois qu'il est suspendu. Mais j'ai toujours dit dans cette émission que c'était l'équipe qui avait la plus faim, qui pouvait faire la surprise. Donc pourquoi pas un match débridé de Bordeaux et qui vienne créer la surprise à Lyon. Moi je serais assez tenté de faire ce pari-là et de mettre un petit plus sur Bordeaux, mais en assurant le nul quand même derrière, parce qu'en ce moment Lyon et le nul ça marche bien. Moi j'ai décidé d'être très très prudent sur ce match-là. Bordeaux depuis le début de saison, comme vous le savez, c'est pas très bon. Et Lyon c'est plutôt inconstant, mais j'ai remarqué quand même que sur les 2 derniers matchs, ils ont su montrer un peu plus leur qualité, notamment contre Strasbourg, ils ont réussi à faire un match nul relativement solide malgré tout. Et d'autres joueurs qui commencent finalement, qu'on commence à avoir, je pense à Gusto qu'on attendait, qui commence enfin à montrer ce qu'il est capable. Le jeune attaquant en tête qui est vraiment pas mal finalement, un joueur à suivre. Donc moi je vais tenter la victoire de Lyon qui joue à domicile en plus, c'est un sacré avantage. Et je pense que Bordeaux gagnera des points d'ici à la fin de saison, mais peut-être pas lors de ce déplacement-là. Gérard ? Moi je pense que Bordeaux doit prendre au moins un point pour s'en sortir. Il ne faut pas attendre de rencontrer Saint-Etienne mercredi pour dire qu'on va prendre sur Saint-Etienne. C'est là qu'il faut aller chercher les points. Lyon est actuellement à sa place. Il y a des difficultés à rencontrer, mais tout en étant bordelais, je sais que Lyon est plus fort et meilleur. Mais lorsqu'on a besoin de points, qu'on a faim, et pour moi c'est les derniers instants de Bordeaux en Ligue 1, s'il ne gagne pas, s'il ne prend pas au moins un point là. Donc je mettrai un match nul pour ces 2 raisons-là. Étant bordelais et en ayant besoin de points. Match suivant, match numéro 3 entre Troyes et Strasbourg. Attention quand même messieurs, en 8 déplacements, Strasbourg n'a gagné que 3 fois. À 3 c'est assez singulier. Les Troyens qui restent même sur 2 victoires consécutives. Alors pour moi ce sera le match nul. Je vous propose également de regarder l'historique des rencontres entre les 2 formations. Et vous verrez qu'il y a eu 18 confrontations, la moitié donc de gagnées par Strasbourg, soit 9, 5 victoires de Troyes et 4 matchs nuls. Patrice. Alors encore une fois, il y a quelques semaines, on avait dit que Troyes c'était l'équipe des 3 points, que peut-être que Troyes était l'équipe qui allait descendre avec Metz. Et puis voilà que Troyes a enchaîné une belle série qui a été juste interrompue par la défaite contre Monaco la semaine dernière. Mais pour eux, apparemment, le plus dur semble fait, puisqu'ils sont quand même bien confortablement installés au-dessus des derniers. Et en face, on a un Strasbourg qui voit son secteur offensif un petit peu affaibli. Autant ils étaient bons en attaque jusqu'à présent, avec des Ajor que des Gamero qui marquaient sans arrêt. Et puis depuis quelques temps, ça traîne, ça s'essouffle, on ne sait pas, comme s'il y avait quelque chose qui avait un petit peu... comme si la mécanique était un peu foirée. Mais bon, ils vont enregistrer le retour de Thomasson, qui est quand même un élément intéressant pour eux. Et Troyes, aujourd'hui, peut-être à moins faim, et surtout Strasbourg a quand même les moyens d'aller battre un Troyes qui reste limité. Et puis surtout, Strasbourg a une place européenne à aller chercher. Tout est possible encore. Hein. Donc, et puis 9 matchs sans défaite. Donc voilà, il n'y a rien de grave pour Strasbourg, simplement ils sont un peu moins efficaces. Donc moi je mettrai une victoire de Strasbourg quand même. Parce que sur ce match-là, je pense qu'on va les retrouver comme à la belle époque. Donc victoire de Strasbourg. Je pense qu'on pourrait avoir un très bon Strasbourg. C'est ça qu'effectivement je suis parti en bas sur une victoire de Strasbourg. Mais je vais tenter le coup 3 parce qu'ils jouent à domicile, parce qu'ils sont sous une très bonne série. Je ne m'attendais pas à ça, à ce qu'ils réussissent à faire autant de matchs sans défaite. Je crois qu'ils doivent être à 5 matchs sans défaite, si je ne m'abuse. Donc j'ai fait une couverture, mais une couverture grand écart pour me dire que 3 est à domicile et que les 2 équipes ont faim et elles vont jouer. Pourquoi pas un coup de 3 ou alors ce serait une victoire de Strasbourg. Moi je mets une victoire de Strasbourg. Parce que lorsqu'on va pour jouer la Coupe d'Europe, je pense que la motivation, l'envie, Strasbourg est capable, à mon avis, de gagner ce match.
Très bien. Match suivant, match numéro 4 désormais entre Nantes et Angers. Nantes qui est invaincu depuis 3 matchs et des Nantais qui restent même sur 2 victoires de rang à Angers. Cela dit, les Canaries n'ont plus gagné à la Beaujoire face à Angers depuis maintenant 3 rencontres. Je propose le match nul ou encore la victoire de Nantes à domicile. Patrice. Nantes, Angers, c'est une sorte de derby finalement, parce qu'ils sont pas loin l'un de l'autre, je crois que 50 km à peu près. Bon, alors ça reste un match de prestige pour la Bretagne, enfin pour la partie sud de la Bretagne. Mais très honnêtement, Nantes a beaucoup plus d'arguments qu'Angers. Ça fait un moment qu'on parle d'Angers en termes un petit peu moyens. Hein. C'est une équipe qui, par rapport à l'année dernière, n'a rien à voir. Hein. Baticle et leur ancien entraîneur, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est vrai que Angers nous a déçus depuis le début de ce championnat, alors que Nantes, c'est quand même une équipe qui nous a montré depuis le début de la saison que voilà, ils avaient un jeu que Camboiré avait su insuffler vraiment quelque chose de fort quand on sait que cette équipe a failli descendre l'année dernière. Qu'on a évidemment des joueurs qui attaquent comme des fous. Donc à domicile, je crois que franchement, il n'y a pas de problème. Nantes va se balader contre un Angers qui n'a plus d'arguments en fait à apporter, sinon que d'essayer de ne pas descendre parce qu'ils ont enchaîné quand même pas mal de défaites de suite depuis quelques temps. Mais honnêtement, entre les deux équipes, moi je dis il n'y a pas photo, je vois Nantes sans aucun problème. Moi je suis un peu les conseils de Patrice parce qu'Angers finalement ils ont 33 points, ils sont pas si loin de ça de se maintenir. Vont-ils faire l'effort à Nantes justement qui va pas avoir finalement beaucoup de matchs à domicile qui restent? On va peut-être vouloir faire une petite fête surtout contre le voisin, donc je vois bien Nantes l'emporter avec Colomboigny qui marque en plus assez régulièrement ces temps-ci, Blas, Giroto, enfin voilà, c'est quand même une très belle équipe je trouve par rapport à un Angers qui a calé beaucoup ces temps-ci, Nantes devrait l'emporter. Moi, je mets un match nul pour 2 raisons. Angers, comme tu dis, a 33 points. Oui, c'est pas loin. Il n'est pas encore sauvé. Il en manque 2, non? Et Nantes doit jouer encore la Coupe de France. Oui, c'est vrai. Donc je pense qu'ils vont jouer le match, mais s'ils gagnent, c'est possible. Mais la confrontation, vu le derby, je mettrai un match nul volontiers. Match nul donc volontiers. Merci messieurs, on se retrouve dans un court instant après une page de pub pour la suite de cette grille. On ira notamment du côté de Montpellier. Je vous rappelle, lisez-le ou procurez-vous-le ou encore jouez la semaine prochaine pour l'avoir. Mais le livre de Marius Trésor, il est vraiment intéressant. Retour sur le plateau de la feuille de match avec Patrice Basile, Guillaume Michaud et Gérard Racco, notre invité du soir, venu nous présenter le livre de Marius Trésor, Au-delà de mes rêves, que je vous présente de nouveau au Quai Messier, au Libéralier. Mais même livre là, ça, il est là, voilà, il est tout prêt, tout frais, et il n'attend que vous. Donc vous pouvez vous le procurer bien évidemment dans les librairies dans les prochaines semaines, mais également sur l'application La Feuille de Match, puisque vous allez pouvoir le gagner, ce livre sur la feuille de match. Les amis, nous allons poursuivre et puis je dois également vous rappeler que vous allez quand même retrouver Maître Pascal. Bon, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, mais on va le retrouver en fin d'émission. Il sera avec nous par visioconférence à Cotonou où il va nous défendre un sacré client, Diego Simeone, accusé de séquestration, vous l'avez compris, du beau jeu. Patrice Basile, je me tourne vers vous puisque nous sommes déjà à l'heure du match numéro 5 entre Montpellier et Reims. Reims qui n'a pas perdu les 6 derniers matchs face à Montpellier. Les Rémois qui ont remporté leurs 2 derniers déplacements à la Mosson, mais les Héroltais doivent relever la tête. Ils ont, en tout cas s'ils veulent espérer accrocher l'une des accessibles pour l'Europe, ils peuvent encore le faire. C'est maintenant ou jamais, mais je vois bien pour le coup une victoire de Reims à l'extérieur. Oui, mon cher Ronny, comme dirait Pascal. Moi, j'ai désigné ce match comme le match bof de la semaine. Ah. Et oui. Pourquoi? Parce que, comme le dit le Synthé, ces deux équipes ont l'œil dans le rétroviseur, parce que on vous parlait d'Europe, mais l'Europe, franchement, je ne les vois pas aller chercher de l'Europe, surtout Montpellier,
qui est en train qui est dans une spirale descendante, qui n'arrête plus de perdre match après match. Donc ils ont vraiment... on l'a déjà dit au départ dans cette émission, mais le départ de leurs deux grands joueurs qui sont Laborde et Delors, ça a été catastrophique pour eux. Et d'autre côté, Reims, Reims vous fait du Reims. C'est un petit peu la saison un peu en dents de scie. Un coup je fais mon bon match, un coup je fais pas mon bon match. De toute façon, Reims cherche des points, ils sont pas encore sauvés non plus. Donc voilà, donc ça va être un match bizarre. Et moi, pour tous les matchs bof, j'ai l'habitude de les mettre en nul. Donc je vais désigner ce match, je vais pronostiquer un nul pour ce match. Parce que je n'attends rien de plus sur ces équipes qui, pour l'instant, jusqu'à présent, ne nous ont pas franchement réjouis. Guillaume, j'ai beaucoup hésité. Match bof pas loin quand même. C'est vrai que là, j'ai pas mal hésité entre le match nul et la victoire à domicile, mais j'ai retenu la victoire de Montpellier. Parce que Reims ne sort pas grand chose et que Montpellier, malgré les défaites, il y a un fond de jeu, mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à marquer. Donc je vais quand même la tenter avec l'apport du public. C'est une fin de saison, ils ont déjà 41 points. Peut-être profiter un peu de leur public sur ces derniers matchs. Donc allez, j'ai tenté le 1. Il va tenter le 1. Gérard Racco. Les deux équipes ont joué contre Bordeaux déjà. J'ai vu ces deux matchs-là. Je pense que Montpellier a le potentiel pour gagner Reims à domicile. Tout à fait. Mais... Et vu la situation qu'ils ont, ce sont des jeux meilleurs que Bordeaux, c'est sûr. Mais sur la qualité de ce qu'ils font, je pense que Montpellier a la capacité de gagner ce match. Match suivant, match numéro 6 entre Metz et Clermont. Clermont n'a plus perdu à Metz depuis le 22 février 2014. Regardez l'historique des rencontres entre les deux formations. Vous allez voir que ce sont les Clermontois qui mènent 8 victoires à 4. Il y a eu 6 matchs nuls entre les deux formations. Et même moi, je vais m'arrêter au match nul, pour le coup. Un match bien nul entre les deux équipes. Alors, j'aurais effectivement pu désigner ce match-là comme match bof. Mais je vais lui donner un autre nom. C'est le match de la peur. Parce que vraiment, déjà, Metz, c'est vraiment le match. Maintenant, c'est point par point. Donc, chaque fois qu'ils vont faire un match, c'est soit s'enfoncer, soit un petit peu maintenir. Mais là, je ne les vois plus trop. Je pense qu'ils ont lâché la rampe. Même Antonetti, qui est d'ailleurs suspendu, je pense que lui-même, il n'y croit plus. Et puis, Clermont, ça fait 5 défaites de suite. Un Clermont qui avait réussi à créer la surprise quand même au début de saison, qui tenait la dragée haute à certaines grosses équipes quand même. Mais au bout d'un moment, je dirais, leur statut de comment on appelle ça, celui qui vient de Ligue 2, leur les a rattrapés, c'est clair. Et du coup, ils ont pris 6-5 contre le PSG, ce qui est un peu normal, 4-0 contre Lille. Bon. Et là maintenant, ils affrontent un Metz. Alors c'est soit Metz gagne, à ce moment-là, Metz se donne un peu d'oxygène, et enfonce Clermont, ou Clermont perd, et à ce moment-là, voilà, ce sera Clermont qui va peut-être avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le match de la peur. Donc ça peut être un beau match malgré tout, parce que c'est vrai que c'est deux équipes qui vraiment ont des points importants à prendre. Et donc moi j'ai préféré mettre Clermont, parce que Clermont a montré de meilleures dispositions que Metz. Et donc je préfère pronostiquer Clermont sur ce match. Pas de match nul, parce que pour moi, Metz, aujourd'hui, c'est fini, quoi. En soi, je trouve que Clermont est une meilleure équipe et joue mieux au foot que Metz. Mais j'ai peur qu'ils soient un peu déboussolés. Ils ont pris quand même des sacrés volets ces temps-ci. Et là, ils se déplacent chez un concurrent direct au maintien. Et je serais entraîneur, je ne saurais pas comment préparer ce match-là. Donc, c'est pas une équipe très expérimentée finalement par rapport à Metz qui était déjà en Ligue 1 l'année dernière. Donc, je vais tenter le coup de Metz, qui gagne pas souvent à domicile. Mais pourquoi pas cette fois-ci? Parce que c'est maintenant ou jamais. Donc, soit une victoire de Metz, soit un match bof, un vrai match bof, un match nul 0-0 et voilà, les deux équipes risquent de plonger dans ce cas-là. Je ne pense pas personnellement que ce sera un match bof ni un match nul. Et je mettrai une victoire de Metz ou une victoire de Clermont. À mon avis, il n'y aura pas de match nul. Parce que si Metz perd, c'est fini. Ah oui, si Clermont gagne, il peut avoir se disant j'ai pris un cran. Et il y a encore Bordeaux derrière moi et tout ça. Donc ce sera un match à mon avis qui sera assez difficile et équilibré. Et ils vont se bagarrer pour la gagne tous les deux. Donc je préfère mettre l'une des deux équipes gagnantes, un double. Très bien.
Nous partons, messieurs, en Espagne pour les 3 matchs suivants. Déjà le match numéro 7 entre le FC Séville et le Real de Madrid. C'est intéressant, regardez l'historique des rencontres entre les deux formations. Le Real, la Casablanca, largement donc devant avec 73 victoires contre 29 pour son note du jour et 21 matchs nuls entre ces deux formations. 6 matchs sans défaite, dont 5 victoires pour le Real face au FC Séville. C'est le bilan en tout cas des 6 dernières rencontres. Messieurs, il n'y a pas photo pour moi, match nul ou encore victoire du Real, mais le Real ne perdra pas à Séville. Bon, alors, il faut quand même remettre ce match dans son contexte parce que, bien sûr, sur le papier, le Real est favori parce que c'est le Real et que, bon voilà, FC Séville n'a peut-être pas les moyens d'aller contrer une équipe comme ça, mais attention, parce que quand on voit le match que le Real a produit contre Chelsea, et les efforts produits, notamment de Benzema, qui est, à mon avis, rincé complètement, je ne suis pas sûr qu'il soit au top pour aller jouer à 100% contre Séville. Alors qu'en face, Séville, ils ont envie de se payer le Real, puisque c'est quand même la bête à abattre, hein, on est d'accord. Donc moi, je serais, en tant que parieur, assez séduit par parier sur Séville, parce que franchement, le Real, aujourd'hui, comme il court sur plusieurs tableaux et que à chaque fois, c'est un petit peu limite, à mon avis, ils vont finir par craquer. Et je pense qu'ils vont craquer contre Séville. Donc je mets ma petite pépite sur Séville en me disant que le Real, là, après ce match contre Chelsea, ils ont besoin de souffler, quoi. Voilà. C'est pas évident à définir qui va gagner. Après Séville, lorsqu'ils ont joué contre Barcelone il y a 2 semaines, j'ai pas trouvé très ambitieux, quoi. Finalement, ils ont perdu le match 1-0 tout simplement, mais ils n'ont jamais su vraiment faire peur à Barcelone. Le Real risque d'être fatigué effectivement, mais je compte un peu sur Carlo Ancelotti pour pouvoir bien faire tourner l'effectif. Et là, c'est un peu un match où ils peuvent vraiment se détacher de Séville qui est deuxième. Donc je vois un Real qui assure et qui l'emporte sur le plus petit des scores. Gérard. Ce match-là, je me mets à la place d'Ancelotti. Je suis Ancelotti aujourd'hui. Je fais une équipe qui me permettra de garder le match nul. Parce que Benzema est fatigué, je ne le ferai pas jouer. Je garderai mon équipe pour faire une bonne défensive et un bon milieu et je cherche le match nul. Parce que j'ai 12 points d'avance, je peux préparer mon équipe pour les échéances qui vont arriver. Match nul. Match nul. Match numéro 8 entre l'Atlético de Madrid et l'Espagnol de Barcelone. Alors j'ai appelé ça le Classiquito, le tout petit Classico. L'Atlético qui était vaincu depuis 3 matchs, messieurs, et l'Espagnol n'a plus gagné à Madrid depuis le 6 mai 2018. Le petit Classico qui peut, à mon avis, nous réserver une surprise. Regardez l'historique des rencontres entre les deux formations. Vous allez voir que les Colchoneros ont remporté la moitié, pratiquement, de ces 114 confrontations, puisqu'ils en ont remporté 58. Il y a eu 30 victoires pour l'Espagnol et 26 matchs nuls. Moi, je sais pas. Je subodore quand même une victoire de l'Espagnol à l'extérieur, pour le coup. Eh bien, mon cher Ronny, je vous suis un peu. Merci de me suivre. Merci de me faire confiance. Parce que l'Atlético de Madrid, malheureusement pour eux, ils sont en train de tout perdre. Hein. Ils ont fait un mauvais championnat. Ils viennent de se faire éliminer de la Champions League. Il y a le Betis qui revient derrière assez fort. Non, et puis en plus, ils ont du mal contre les petites équipes, l'Atlético de Madrid. Donc, on ne peut pas dire que ils soient un petit peu dans une phase positive en ce moment. Et puis, il y a l'Espagnol, effectivement, qui fait une très belle saison, qui a 3 victoires de rang en 5 matchs, donc ce qui est pas mal. Ils ont un groupe au complet. Ils ont un super buteur là, qui s'appelle De Thomas, c'est ça, qui a quand même claqué presque 14 buts, je crois, depuis le début. Non, attention, parce que cette Champions League va peut-être faire des dégâts. Et c'est vrai que l'Atlético de Madrid, là, ils ont pris un gros coup sur la tête, sur le carafon, comme on dit. Et un peu comme PSG, même si PSG, eux, ils sont en tête, là, vraiment, ils se rendent compte que ça va de moins en moins bien. On a vu Griezmann, vraiment palo. Et puis tous les joueurs de l'Atlético aujourd'hui, je sais pas, il n'y a rien qui ressort vraiment de cette équipe. Donc oui, il y a peut-être la place pour un Espagnol ambitieux qui fasse la surprise. Alors, je vais parier pour une victoire d'Espagnol et peut-être un match nul derrière en sécurité, si je peux le faire. Moi, c'est vrai que je doute un peu aussi de l'Atlético de Madrid. Ils sont pas à 100%. Ils sont frustrés, je pense, par rapport au match qu'ils ont eu en cours de semaine face à Manchester City. Donc je ne les vois pas. Après, ça reste quand même une équipe qui est 4e et qui doit absolument se qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine.
Et perdre trop de matchs, sachant qu'il y a Valence qui a 3 points derrière, ça peut être dangereux. Donc je mettrais quand même un match nul, ce qui me paraît le plus probable. Surtout que l'Atlético de Madrid est 0-0, ça les connaît. Mais sinon, ce sera une victoire du favori selon moi. Donc le 1 ou le N1. Moi, je mettrais Atlético d'emblée parce que l'Atlético Madrid, le match qu'ils ont fait contre un couple, City, chez City, bon, ils ne pouvaient rien espérer le mieux. Ils ont fait un bon match, je trouve. Et s'ils arrivent à recevoir l'Espagnol, qui a en ce moment une bonne remontée, mais je pense que là, Barcelone a un match en retard. Ils ont intérêt à gagner ce match-là pour ne pas se retrouver encore à l'arrière. Parce que Barcelone a encore un match à jouer en retard. Ils ont le même nombre de points. Donc ils ont intérêt à garder le cap et à gagner ce match-là. Et je pense que ce sera un pour moi. Et c'est bien vu. Match suivant, match numéro 9 entre l'Athletic Bilbao cette fois et le Celta Vigo. Bilbao qui reste sur 2 matchs sans victoire à domicile face au Celta. Mais l'Athletic qui a largement remporté donc ses 77 confrontations, puisqu'elle mène largement au cours de ses 77 confrontations, puisqu'elle en a déjà remporté 37, ne laissant que 19 victoires au Celta Vigo et 19-21 match nul entre les deux formations à domicile à San Mamés. Moi, je ne vois pas justement les joueurs du Celta, donc les Galiciens, aller prendre des points là-bas. Moi, je reste sur une victoire de l'Athletic à domicile. San Mamés restera une citadelle imprenable. Oui, une fois de plus, je vous rejoins, mon cher Ronny. D'abord parce que les deux équipes ont des... Moi, j'aime bien faire des comparaisons avec les dynamiques. Alors, c'est vrai que la dynamique de l'Atlético Bilbao est très positive, puisque je crois qu'ils sont sur 8 matchs sans défaite. Donc, ça prouve quand même qu'ils ont ils sont en ce moment assez en forme. A l'inverse, Celta Vigo qui fait une très mauvaise saison, faut bien l'avouer. Donc une seule victoire sur 6 matchs, donc ils viennent de perdre contre l'Espagnol justement. Donc voilà, écoutez, donc ça veut dire très clairement que moi si je parie sur Atlético Bilbao, qui joue à domicile en plus, donc il y a toutes les cartes en main pour pouvoir gagner ce match. Donc je mets victoire Bilbao. Victoire Bilbao. Moi je pense qu'on risque effectivement d'assister à un match assez logique avec un Bilbao qui accueille, qui est devant, qui a des meilleurs joueurs. Et Celta Vigo qui est un peu ralenti avec des joueurs finalement qui sont pas si en forme que ça. Iago Aspas marque beaucoup moins et l'équipe est quand même assez dépendante de lui. Donc selon moi, l'Atlético Bilbao va l'emporter ce week-end. J'ai cherché une surprise dans cette grille et pour moi c'est Celta. Je mets Celta vainqueur. Le Celta vainqueur. Le Celta vainqueur pour Gérard Racco. Oui. C'est possible également, mes très chers amis téléspectateurs. Messieurs, dames, nous allons marquer une pause. Messieurs, nous marquons également une pause pour nous aller substanter, nous abreuver un petit peu. Et on revient dans quelques instants. Oui, on sait bien, on se délecte de ce bouquin de Marius Trésor. Je suis peut-être un peu, je me répète un petit peu, mais c'est vrai qu'il est vraiment très très bien écrit. À chaque fois que j'ai l'occasion de lire un passage, je le fais rapidement et discrètement. Mais il est très bien. Les amis, on se retrouve dans quelques instants, un court instant, précisément pour la fin de cette émission, la dernière partie de la grille. On ira directement au Portugal. À tout de suite. J'allais faire un petit jeu de mots, j'allais dire acheter hypergravé, hein. C'est comme ça qu'on dit. Mais bon, achetez-le ou encore jouez sur l'application. La feuille de match dès la semaine prochaine pour vous procurer ce livre de Marius Trésor. Allez, nous sommes dans la troisième et dernière partie de notre émission avec Patrice Basile, Guillaume Michaud et Monsieur Gérard Racco qui nous fait de l'amitié d'être avec nous. Alors non seulement pour nous présenter le livre de Marius Trésor, mais pour nous parler un peu de l'actualité des Girondins de Bordeaux, en tout cas en Guadeloupe singulièrement. S'il y a des jeunes qui ont été repérés ces dernières années par les Girondins, comment ça fonctionne? Alors, ces dernières années, à cause du Covid, nous n'avons pas fait tellement de recrutement compte tenu du fait que le championnat était en décadence. J'ai repris les activités d'analyse, de recherche, mais en ce moment, nous avons le 3e gardien des Girondins qui est Ouya, qui est là depuis 2014, si je ne me trompe, et qui a un contrat jusqu'en 2025.
Et son petit frère aussi également est à Bordeaux, maintenant sous un contrat un peu particulier parce qu'il est arrivé en cours de saison. Et on essaie de voir jusqu'à la fin d'année qu'est-ce qu'il peut donner. Il a aussi des qualités. Vous travaillez aussi avec le club de Lunard, je crois, du côté du réseau, ou c'est plus... Depuis l'année dernière, je n'ai pas pu honorer mes prestations avec Lunard, pour moult raisons, puisque j'avais une activité professionnelle intense. Et depuis, je veux dire, prochainement, au mois de juin, je serai plus libre. Mais je... Vous serez au ministère du temps libre. C'est ce que vous voulez dire. Voilà, on a compris. Je pourrais m'adonner. Vous faites avant que ça passe à 65 ans. C'est bien. J'ai déjà dépassé. Ah ben, vous donnez raison à l'autre pour le coup. Voilà. Merci en tout cas Gérard, les amis. On poursuit la grille avec le match numéro 10 entre le Sporting Portugal qui accueille le Benfica. Le Benfica qui est bon, en difficulté puisque les deux, pour l'instant, premiers du championnat sont Porto et le Sporting. Sporting qui, à mon avis, va conforter sa victoire du match aller. Ils avaient remporté le match aller sur le score de 3-1. Alors moi, je vois une victoire du Sporting ou encore un match nul. Regardez l'historique, vous allez voir quand même que c'est Benfica qui mène avec 24 victoires à 13. Il y a eu 15 matchs nuls entre ces deux formations qui se sont affrontées 52 fois. Je remarque que c'est pas souvent qu'on visite le Portugal dans cette émission. C'est la première fois. C'est la première fois, je crois. Ouais. Donc on découvre ces équipes. Sporting Portugal, Benfica, Porto. Et c'est vrai qu'on se rend compte que Sporting Portugal, c'est une sacrée équipe quand même. Parce qu'on y retrouve quand même mon cher Sarabia, ex-PSG, qui fait une très bonne saison. Parce que je crois que Sporting a la meilleure défense d'Espagne et de Portugal, pardon, et Benfica a la meilleure attaque. Donc voilà, deux équipes qui ont vraiment des parallèles, enfin des spécificités particulières. Donc, d'un côté, on a une équipe, Sporting Portugal, qui a quand même 10 matchs, depuis 10 matchs, ils sont invaincus. Donc, bonne dynamique, encore une fois. Et puis, on a un Benfica qui a fait un super match contre Liverpool, même si c'était pas le Liverpool, c'était un Liverpool bis, mais en même temps, c'était un super match quand même, avec un Nunez, qui est leur goleador fétiche. Donc, moi, je serais partant pour miser sur Sporting Portugal parce que d'abord, ils jouent à domicile et puis ça fait un moment qu'ils gagnent, ils sont invaincus. Et puis Benfica, bon, ben, peut-être qu'ils sont un petit peu fatigués. Enfin bon, c'est vrai que sur ce match-là, Sporting Portugal n'est pas très loin de Porto, enfin, ils sont à 6 points. Donc, s'ils gagnent ce match, peut-être qu'ils peuvent revenir pas loin de Porto et c'est ça leur ambition, peut-être, hein, c'est d'essayer de rattraper Porto une fois de plus, enfin, pour essayer d'être champion. Donc voilà, moi je dirais que je mise sur Sporting Portugal et ce sera une victoire sèche. Victoire sèche du Sporting Portugal. On sait que le Sporting, ils ont été devant pendant très très longtemps pendant ce championnat-là. On rappelle que c'est un derby aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc je pense que ce sera un match très disputé, même si Porto est loin devant. Je pense collectivement peut-être Sporting est meilleur, mais Benfica pourra s'appuyer, je pense, sur Darwin Nunez qui est vraiment un phénomène. On parle de lui dans pas mal de clubs. Je pense qu'il va évoluer, c'est ma théorie. Et il y a Otamendi aussi en défense, donc ils ont quand même quelques individualités qui pourront peut-être faire la différence. Donc je vais pas trop m'avancer sur ce match-là, surtout que c'est un championnat effectivement qu'on n'a pas toutes les semaines forcément à pronostiquer. Donc je vais mettre mon triple, ma couverture totale, en espérant avoir un beau match. Gérard? Moi, c'est effectivement ce projet-là que j'ai de mettre le triple parce que c'est un match où il n'est pas possible de se déterminer totalement. Parce que le Sporting, quand même, généralement, n'est pas à cette bonne place. Non, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Ouais. Et je pense qu'ils vont vouloir garder le cap devant Benfica, qui a toujours dominé tous les championnats pratiquement avec le Porto. Mais aujourd'hui, Benfica a aussi la rage de vouloir remonter par rapport au classement et dépasser le Sporting. Et deuxième contre troisième. Je ne sais pas la fin de ce match, je préfère mettre le triple. Ouais, il ne sera pas de risque à prendre pour ce match, j'ai bien compris. On part en Allemagne, les amis, avec le Leverkusen RB Leipzig en guise de match numéro 11 avec un Christopher Nkunku qui n'en finit pas de faire du mal aux défenses. Objectif 3e place. Mais le Bayern, parce qu'il y a le Bayern et le Bayer Leverkusen n'a jamais gagné face au RB Leipzig à domicile. Et oui, Leverkusen n'a jamais gagné chez lui face au RB Leipzig avec Christopher Nkunku de feu. Moi, je préfère justement prendre la sécurité sociale même sur ce match-là. Voilà, couverture complète pour moi.
Oui, mais enfin, il y a quand même quelques indications. Hein. Moi, déjà, je me demande comment Leipzig peut être 4e et Leverkusen 3e quand on voit le parcours de Leipzig depuis quelques temps. Et puis surtout, effectivement, un coucou de feu, comme vous disiez, et ça, on le répète à chaque émission. Non, Leipzig, en ce moment, c'est l'équipe qui est injouable. Et à mon avis, qui va reprendre sa 3e place rapidement. Puisqu'ils sont invaincus, toutes compétitions confondues, quand même, faut pas l'oublier, depuis le 5 février. Donc ils ont aligné 4-1 contre Dortmund, c'est quand même Dortmund, Haaland, tu vois, 3-0 contre Offenheim. Donc qui les arrêtera? À mon avis, c'est pas Leverkusen. Je pense que le Leipzig va continuer sa course en avant et revenir à sa 3e place. Et donc, parce qu'ils ont les dents, comme on dit, ils ont les crocs. Donc moi, sur ce match, encore une fois, je ne prends pas de gants, je mets Leipzig vainqueur sans problème. Leipzig vainqueur sans problème. Mais vous, moi, avec problème ouais, j'ai un problème avec ce match. Non, je rigole. Non, je pense que ça va être un super match dans le sens où c'est deux équipes ultra offensives. On va avoir une coucou d'un côté, Chic de l'autre, donc sûrement pas mal de buts. Match aller, c'est Leverkusen qui l'avait emporté à Leipzig sur score de 3-1. Donc difficile. Alors en Bundesliga, comme je le dis souvent, il y a finalement très peu de matchs nuls. C'est des équipes qui attaquent et vont vraiment pas calculer. Donc ce sera soit une victoire de Leipzig, effectivement, qui est en feu actuellement, soit un Leverkusen qui fait le taf à domicile et qui est encore dans la course avec des champions. Donc moi, très très dur. Hein. Si j'avais pas mis mon trip sur le Portugal, effectivement, je l'aurais mis sur ce match-là, à mon avis. Moi, j'ai cherché où mettre le trip. Je l'ai mis dans le précédent match au Portugal. Mais je vais donner l'avantage du terrain avec Leverkusen. Parce que 3e en Allemagne, je ne pense pas qu'ils vont se laisser, puisque Leipzig a joué cet après-midi. Avantage du terrain, fatigue de Leipzig, je pense, puisque, comme tu as dit, ça fait 10 matchs sans défaite, invaincu de toute compétition. Je laisse Leverkusen avantage du terrain, le 1. Leverkusen, donc avantage du terrain. Match numéro 12 entre Bielefeld et le Bayern de Munich. 8 matchs sans défaite pour le Bayern face à l'Arminia Bielefeld qui a gagné, donc pour la dernière fois le 5 c'était le 16 septembre 2006. Et oui, la dernière, parce que Bielefeld a remporté 5 matchs contre le Bayern. Et la dernière fois, c'était donc le 16 septembre 2006. Donc, bon, même si le Bayern s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, mais bon, ça n'arrive qu'une seule fois, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas photo. Victoire du Bayern. Oui, bon quoi dire sur ce match, si ce n'est que tout comme le PSG, pour le Bayern, la pilule sera dure à avaler. Parce que là, franchement, quand on voit comment s'est passé ce match, et l'assurance extraordinaire qu'avait l'entraîneur du Bayern, et donc ce Bayern qui n'a pas respecté tout simplement son adversaire et qui a pensé que ce serait facile, etc. Donc là, la seule chose qu'il leur reste à faire, c'est se venger sur ce pauvre Arminia Bielefeld, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à opposer malheureusement. En plus, ils croient qu'ils ont perdu 4-0 contre Wolfsburg la semaine dernière. Donc là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre que victoire du Bayern sans aucune restriction. Je pense que ça va même les desservir que le Bayern se soit fait éliminer parce que le public attend une réaction forcément et les supporters aussi et l'entraîneur a dû passer un sacré savon, je pense, même si je pense qu'il est aussi responsable un peu de la défaite de son équipe. Malgré toutes les défaites, Lewandowski continue à marquer à chaque match, donc je vois pas quels seraient les arguments pour l'Arminia ce week-end, donc ce serait une victoire avec un large écart pour pour Munich. Gérard. Généralement, je mets toujours le Bayern vainqueur parce que je ne vais pas aujourd'hui contre le 16e dire que je vais mettre, même s'il joue à l'extérieur, non, Bayern. On part en Angleterre, les amis, pour les 2 derniers matchs de cette grille. 500 000 € à gagner, à valider, surtout cette grille avant dimanche 17, dimanche Pâques. Donc après avant la messe, aille valider grille là pour gagner 500 000 €. Hein. 13 matchs, notre match numéro 13 entre Newcastle et Leicester. Ça, c'est également un match à prendre très au sérieux parce que j'ai envie de dire, l'argent, ça fait des fois des miracles et ça aide parfois. Puisque regardez cette équipe de Newcastle qui était moribonde avant l'arrivée de ces nouveaux investisseurs et qui aujourd'hui se retrouvent en situation quasi... ils sont à 10 points du premier relégable, ils sont à 6 points de Leicester qui est devant. Donc j'ai envie de dire que les Magpies qui restent
reste sur une série en plus de 6 matchs sans victoire à domicile et surtout 5 défaites face à cette équipe de Leicester. Ils doivent quand même se méfier de cette équipe de Leicester parce que le championnat n'est pas terminé, même si Newcastle, on peut le dire, est déjà sorti d'affaire. Les amis, regardez l'historique des rencontres entre les deux formations. 29 victoires pour Leicester, 24 pour Newcastle et il y a eu 14 matchs nuls entre ces deux formations. Pour moi, victoire de part et d'autre. Oui, parce que c'est un peu compliqué. Ce match n'est pas simple à pronostiquer parce qu'on a deux équipes qui ont des caractéristiques un peu similaires. Bon, c'est vrai que Newcastle a fait des bons résultats dernièrement, donc effectivement, vous avez raison, mon cher Ronny, je pense qu'ils sont presque sauvés, c'est bon pour le maintien, tout ça. Avec un Saint-Maximin toujours de feu, qui est toujours là qui avait fait un bon match contre Tottenham, qui aurait pu, si Tottenham n'avait pas joué aussi bien, tirer son épingle du jeu. Et puis il y a Leicester qui nous a donné quelques bons matchs aussi ces derniers temps, qui reviennent bien depuis quelques semaines, 4 victoires, 1 nul, donc c'est pas rien. Malgré l'absence de Vardy, qui est quand même leur buteur fétiche, on va dire. Mais ils ont un Lookman aussi qui est pas mauvais, hein, qui est un bon buteur aussi. Mais bon, Newcastle jouant à domicile, avec les bonnes prestations qu'on les a vu faire, ça peut donner un bon résultat. Donc, moi je dirais que sur ce match-là, j'ai pas d'autre solution que de mettre ma couverture totale. Parce que je vois pas. Tout peut arriver, voilà, tout peut arriver sur ce match. Donc, comme je ne l'ai pas utilisé pour l'instant, donc je vais la mettre là. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas le faire, je préconise de mettre sur Newcastle, parce que Newcastle a un petit plus quand même à domicile, et puis ils ont un jeu, moi je trouve assez alléchant, assez dynamique, assez fluide, face à un Leicester qui a un jeu toujours un peu identique. Donc avec un peu d'imagination, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien chez eux à Newcastle. Guillaume. C'est vrai que Newcastle a eu des bons résultats. Après, c'est pas mal contre des petits milieux de tableau. Leicester, c'est un milieu de tableau, pourquoi pas. Mais Leicester a une belle série face à Newcastle. On parlait de 5 matchs d'affilée sans défaite au moins. Donc, je mettrais le match nul parce que ça ressemble à un bon match bouffe pour moi personnellement. Et victoire de Leicester éventuellement. Parce qu'ils sont quand même meilleurs que Newcastle globalement. J'ai mis le match nul en espérant qu'il y aura des buts. Parce que c'est pas un match qui va se faire nul 0-0. Il peut y avoir des buts à tout moment dans ce match-là. Mais ça peut venir, même à la dernière minute, une égalisation. Je pense qu'un match nul. Match nul pour Gérard Racco. Messieurs, voici le dernier match de cette grille qui va opposer Chelsea à Crystal Palace. C'est un match de demi-finale de la Cup. On dira de la Cup pour oublier la Ligue des Champions pour les joueurs de Chelsea. 25 victoires de Chelsea, 9 pour Crystal Palace. Crystal Palace, l'équipe de certains Patrick Vieira, et puis il y a eu 7 matchs nuls au total donc de ces 41 confrontations entre les deux équipes. Chelsea est sur une série, tenez-vous bien, de 9 victoires consécutives face à Crystal Palace. Je sais pas, je pense que les joueurs, les Blues, même s'ils ont le blues, ils vont quand même remporter ce match face à Crystal Palace. Oui, probablement, mais bon. Je vais quand même te tirer un coup de chapeau, ce que j'avais déjà fait la semaine dernière à Vieira, parce que je trouve que ce qu'il a fait avec cette équipe de Crystal Palace depuis qu'il est arrivé, c'est fabuleux. On n'avait jamais vu Crystal Palace à aussi belle fête, on va dire ça. Et c'est vrai qu'ils ont créé des surprises incroyables, et moi-même, je ne m'y attendais pas, ça nous a un petit peu perturbé nos grilles d'ailleurs. Et puis en face, on a Chelsea qui, franchement, nous a épatés contre ce match du Real. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à cette réaction, à la manière dont ils ont bousculé le Real. Et c'est vrai que Chelsea, malgré les problèmes qu'ils ont internes, les problèmes politiques, on va dire, ils sont toujours là. Comme vous disiez, mon cher Rodi, ils claquent des buts, ils gagnent des matchs. Et puis ils ont quand même cette fierté de se dire qu'ils ont été gagnés à Bernabéu, même s'ils sont sortis de la Champions League, mais ils sont sortis avec les honneurs, contrairement à d'autres. Donc voilà, donc moi je dirais que même s'ils sont un peu fatigués, etc., ils ont des tels arguments que contre Crystal Palace, ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc je vais mettre Chelsea vainqueur sur ce match. Peut-être un petit nul derrière, au cas où il y aurait effectivement une petite baisse de régime après ce match incroyable qu'ils ont livré contre Real, qu'ils a, à mon avis, aussi fatigué, parce que ça m'a rappelé un peu les matchs de Rocky, les matchs de boxe et tout. Et puis, petite parenthèse, le match City-Liverpool de la semaine dernière, un truc de fou. Oui, Un truc de fou. Un vrai match anglais. Un truc de fou. On l'avait dit, c'était un match
solution tactique en plus, hein, c'était vraiment pas mal. Ah non, mais là, voilà un match de boxe. Alors, Ah non, pour le coup, c'était un vrai match en angle, du box-to-box pendant 90 minutes. Rien à dire. Invraisemblable. Guillaume. Alors moi, si on m'avait posé la question il y a 2 semaines, j'aurais dit pourquoi pas Crystal. Mais là maintenant, parce qu'ils sont passés d'un moment où ils avaient pris 4-1 contre Brentford, ils se sont humiliés par le Real à domicile, on vient battre le Real chez lui et je sais plus qui a pris 6-0 la semaine dernière, mais voilà, je pense qu'ils sont quand même, ils vont s'en souvenir de Chelsea. Donc, je pense que Touré il a mis un sacré coup de tournevis et que là, en plus c'est un derby, en plus c'est un match de FA Cup, donc la motivation, même là avec la fatigue, ils vont l'avoir. Donc Chelsea, pour moi, va écraser Palace. Je mettrai Chelsea également par rapport au match qu'ils ont fait contre le Real. En ayant fait ce match-là, même s'ils sont un peu fatigués, je pense que là, ils vont défendre la 3e place. Et je mets Chelsea parce qu'ils ont fait quand même un super match, malgré leur non-qualification. Ouais, Chelsea, il était une fois, n'empêche. Merci messieurs, on se retrouve tout à l'heure pour la synthèse de cette grille. Tout de suite les amis, parole à la défense. Et Maître Pascal Bon, qui a un sacré client à défendre en la personne de Diego Simeone, accusé de séquestration du beau jeu. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Pascal Bon, depuis sa retraite de Cotonou? Bonsoir à l'équipe, bonsoir à la fin du match. Donc ici, pour la défense de Cotonou, le thème de ce soir, c'est bien évidemment Diego Simeone, accusé de séquestration donc vis-à-vis du beau jeu. Et il s'agit bien évidemment de défendre, on va dire, la clémence, parce qu'effectivement, on peut considérer qu'il est coupable parce qu'on connaît très bien le système de jeu d'Atlético Madrid et le contexte, c'est bien évidemment cette rencontre dantesque qu'il y a eu cette semaine entre l'Atlético dans ce match nul avec donc Manchester City, connu pour ses rafales d'attaque et de ruer sur le but adverse. Et c'est vrai que ce mercredi, on a vu une opposition de qualité, une opposition qui a cadenassé, qui a séquestré le fameux beau jeu prôné par Pep Guardiola, et on a vu une opposition de style entre deux grands entraîneurs, un entraîneur qui est un petit peu titillé, l'autre sur sa capacité à jouer de manière un peu moche et peu esthétique face au beau jeu prôné par Guardiola. En tout cas, ce match-là a montré à la fois, on va dire, ce manque d'esthétisme, un match fermé, mais en même temps, est-ce qu'on peut ne pas avoir une autre définition du beau jeu et dire que la culpabilité, elle est partielle, parce que cette opposition offerte par l'Atlético Madrid est pour moi aussi une forme de beau jeu, parce que fallait le faire dès l'aller où City a souffert face au plan de jeu mis en place par Simeone et les siens et ses joueurs, et ça a encore bien fonctionné. On a vu une équipe qui a su, donc c'est du jeu, c'est du beau jeu de pouvoir contrer une équipe comme City et pouvoir terminer presque qualifié, puisque éliminé par ce premier but au match aller. Mais voilà, il y a eu ces occasions, surtout en seconde période, pour l'Atlético, qui a vraiment bien maîtrisé son sujet, et c'est vrai qu'il pourrait mériter mieux. Et je comprends, malgré la déception de tous par rapport à l'élimination de l'Atlético Madrid, la satisfaction et aussi, on va dire, l'aménagement de peine qu'il faut attribuer à Simeone pour son excellent comportement et ses joueurs face au City. Donc c'est une forme de beau jeu également. Voilà, merci messieurs. Pascal, Maître Pascal Bon, qu'on avait avec nous donc en visioconférence. Il est du côté de Cotonou au Bénin. Messieurs, dames, les chers téléspectateurs, voici le moment le plus attendu de l'émission, puisque la grille, la synthèse, va vous être proposée. Une synthèse qui, il y a 2 semaines quand même, on avait fait un beau score sur la synthèse, hein, si mes souvenirs sont bons, mon cher Patrice. Oui, tout à fait. On avait cette grille à 2 millions qui était un peu surprenante. Beaucoup de nuls, hein, c'est ça qui nous a un peu... Mais bon, 2 millions, il faut les gagner après. Hein. Il faut les mériter. Alors, est-ce que vous les méritez pour ce week-end, Pascal? Sans doute. Voici la synthèse. En plus de tous les pronostics que vous avez entendus ce soir, on a essayé de tout compiler et pour vous proposer également une grille. Le Paris Saint-Germain contre Marseille, on s'est arrêté au 1. Lyon-Bordeaux, le 1 et le N. 3, Strasbourg, le 2. Nantes-Angers, le 1 et le N. Montpellier-Reims, le 1, Metz-Clermont, le N, FC Séville, Real Madrid, le N et le 2,
Atlético de Madrid, Espagnol, Barcelone, le 1. Athletic Bilbao, Celta Vigo, le 1. Sporting Portugal, Benfica, le 1, le N et le 2. Bayer Leverkusen contre le RB Leipzig, le 1 et le 2. L'Armenia Bielefeld contre le Bayern de Munich, le 2. Newcastle, Leicester, le N et le 2. Et enfin, Chelsea, Crystal Palace, on vous propose le 1. Grille à valider, je le rappelle, jusqu'au dimanche 17 avril à 8h55 ici en heure locale. Si vous faites bien, comme on dit, si petit cochon pas manger les autres, au penny, on 500 000 € à partager, bien évidemment, au premier rang du Parion Sport, l'Autofoot 15. Merci Patrice Basile. Merci à vous. Et, je vais m'empresser d'aller lire ce beau livre de Marius Trésor. Et surtout, j'ai hâte d'aller voir ce qu'il raconte sur l'épopée 82 et ce fameux match à Séville. Je crois qu'il en parle bien. Des choses que d'autres n'ont pas connues, mais qui a marqué le football français, en tout cas. Et je remercie aussi notre sponsor Madras qui nous permet d'offrir ces livres à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui vont se régaler certainement en découvrant ce qui est ce personnage fabuleux qu'est Marius Trésor. Guillaume Michaud. Je voulais juste rappeler aux spectateurs que l'émission est aussi disponible sur YouTube, sur la chaîne d'Éclair Télé. Et puis je voulais juste leur souhaiter aussi des merveilleux week-ends de Pâques. Voilà. Moi j'ai pas trop de crabes quand même. Pas trop de crabes, pas d'indigestion. Et puis si vous allez à la plage, laissez plage là en l'état là, de trouver là. Ça c'est important. Merci pour votre invitation. Ça fait un plaisir. C'est très sympa. Et je suis fier de présenter le livre de Marius parce que quelquefois il y a des choses qu'on ne sait pas et ce serait bien de voir l'anecdote sur le 1982. Absolument. Parce que Marius dit dans ce bouquin qu'il reproche à Battiston et à Platini, à ceux qui sont avec lui actuellement, en disant que c'est le ballon qui est tombé sous son pied lorsqu'il a fait le prise de volée. Alors, c'est des jaloux ça. C'est des jaloux. Alors qu'il l'avait fait parce qu'on a oublié que Marius Trésor, avant d'être un défenseur, était un attaquant. C'est vrai. Et tu vas trouver aussi une anecdote où il disait qu'il a joué un match à Basse-Terre et quand il avait marqué, on le mettait en défense. Et pour marquer James, qui était aussi le meilleur buteur. Et James qui dit, mais quand on fait côté moi. Bon, peut-être qu'on aura Jean-Marius Trésor en vidéo. Bien évidemment. Alors, un dernier point, je vais le saluer de votre part, parce que je pars dimanche, on sera ensemble lundi. Très bien. Okay. Profitez-en et puis ramenez-lui des crabes justement. Ça lui fera plaisir de manger du côté de Bordeaux avec un bon vin dont il a le secret. Et un bon punch. Il sait nous servir de bon vin, notre cher ami Marius. Les amis, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Éclair TV pour une nouvelle grille, en espérant que ce week-end-là, vous le passerez très très bien, en bonne santé et surtout un peu plus riche à partir de lundi. Excellente soirée à vous.